Madame, monsieur, bonjour, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Panafricanist TV, votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. C'est encore une nouvelle semaine qui démarre et nous continuons justement à nous interroger. La première des interrogations du jour, économie, la banque numérique Revolut valorisée à 33 milliards de dollars. Où est passée l'Afrique? En tout cas, c'est notre grande interrogation. Eh bien, mesdames, messieurs, Nikolai Storonski, fondateur et PDG de Revolut sur Terre, lors de la conférence technologique Web Summit 2019 à Lisbonne, au Portugal. Harry Murphy, Sportfile Web également, toujours parlant de ce grand sommet. Eh bien, depuis quelques jours, pour ne pas dire depuis quelques heures, la société FinTech britannique Revolut a annoncé jeudi avoir levé 800 millions de dollars dans le cadre d'un nouveau cycle de financement mené par SoftBank et Tiger Global. Revolut, qui propose des services bancaires et commerciaux via une application, est désormais évalué à 33 milliards de dollars à la suite de son dernier cycle, soit une multiplication par 6 par rapport aux 5,5 milliards de dollars que valait la société. C'était l'année dernière, on parle bien sûr de 2021. Le dernier tour de table fait de Revolut la deuxième plus grande licorne de la FinTech, une start-up privée d'une valeur de plus d'1 milliard de dollars en Europe, derrière le géant du Buy Now, Pay Alter, Klarna, selon les données de CB Insight. C'est également désormais la plus grande fintech du Royaume-Uni, devançant justement la société de paiement Checkout.com. Eh bien, les liquidités fraîches proviennent du conglomérat japonais Vision Fund 2, du conglomérat japonais SoftBank et du fonds spéculatif américain Tiger Global, qui détiennent collectivement moins de 5% du capital de la société. Revolut utilisera donc l'argent pour investir dans le marketing, le développement de produits et l'expansion internationale, a déclaré jeudi dernier aux journalistes Mikko Salovara, directeur financier de Revolut. La société se concentre fortement sur l'accélération de la croissance aux États-Unis et en Inde, a-t-il ajouté. Les startups fintech ont connu une frénésie de financement ces derniers temps, levant un record de 33,7 milliards de dollars au deuxième trimestre 2021. Selon CB Insights, en Europe, des sociétés comme la République commerciale d'Allemagne et le Molly des Pays-Bas ont levé des centaines de millions de dollars auprès des investisseurs. Salovara a déclaré que Revolut n'avait pas de plan immédiat pour une offre publique initiale après avoir levé un financement important. Il n'a pas exclu une introduction en bourse cette année, mais a suggéré que c'était peu probable. La semaine dernière, le géant des transferts d'argent Wise est devenu public dans la plus grande liste technologique de Londres par capitalisation boursière. On parle toujours, mesdames et messieurs, du numérique. Revolut a annoncé des pertes annuelles de 167,8 millions de livres sterling, soit 231,9 millions de dollars en 2020, supérieur aux 106,7 millions de livres sterling perdus par la société. C'était l'année précédente, on parle bien sûr de 2020. La FinTech a réalisé un chiffre d'affaires de 222,1 millions de livres sterling l'année dernière. Cela signifie que la nouvelle valeur marchande de Revolut est plus de 100 fois supérieure à ses ventes de 2020. Revolut a réussi également à atteindre l'équilibre vers la seconde moitié de 2020 et a été fortement, on le dit comme ça, rentable au premier trimestre de cette année, déclare d'ailleurs Salovara. La société mise sur son expansion dans les nouveaux services tels que la cryptographie, les transactions boursières et des comptes commerciaux pour atteindre la rentabilité à long terme, a déclaré d'ailleurs la CNBC, le PDG et cofondateur de Nike, Storonski, dans une récente interview. Voilà pourquoi nous nous interrogeons justement aujourd'hui. Économie, la banque numérique Revolut valorisée à 33 milliards de dollars. Où est donc passé le continent africain? Pour répondre justement à nos questions, nous sommes avec le docteur Jean-René Douma, qui connaît bien sûr cette question de la crypto-monnaie et surtout du numérique. Docteur Jean-René Douma, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Steve Jocelyn Goss. Merci encore pour cette invitation. Bonjour à l'équipe technique et bonjour surtout à vos millions de téléspectateurs qui sont scotchés pour suivre nos échanges tous les jours. Merci de m'avoir invité.
Très heureux de vous avoir, hein, docteur Jean-René Douma. Ce matin encore, nous parlons encore du numérique, nous parlons toujours de crypto-monnaie et apparemment on va en parler encore pendant très longtemps. Cette fois-ci, c'est une banque numérique qu'on appelle Revolut qui a été valorisée à 33 milliards de dollars et pourrait justement entrer en bourse dans les jours à venir. Une grande première. Oui, une grande première dans l'ensemble et particulièrement pour notre continent africain. Mais si nous parlons de Revolut avec des chiffres qui donnent des tournis, oui. 33 milliards de dollars américains, il est important que j'essaye de dire un certain nombre de choses pour qu'on comprenne mieux pourquoi Revolut est arrivé à un niveau où on se demande bien si c'est encore une institution bancaire normale, oui, par rapport à la puissance financière de cette institution-là. Alors, en général, il y a 4 types de banques pour nos téléspectateurs. Vous avez généralement les banques commerciales. Ce sont ces banques-là que la plupart des gens connaissent. Mais les banques commerciales sont aussi ce qu'on appelle les banques de détail. Parce que c'est vraiment pour collecter les dépôts, donner des crédits de manière sélective et puis des services financiers liés à cela, les cartes bancaires, les chèques, etc. Ce sont les banques dites purement commerciales. Oui. Ensuite, nous avons une autre catégorie de banques qu'on appelle les banques d'affaires. Les banques d'affaires sont celles qui sont spécialisées dans le financement des entreprises et particulièrement des grandes entreprises. Parce que le financement des entreprises, lui, il va obéir à un certain nombre de conditionnalités auxquelles les banques commerciales ne peuvent pas répondre forcément. Il s'agit par exemple des montants à mettre à la disposition des opérateurs économiques qui sont souvent assez élevés si on veut développer des activités. Il va s'agir par exemple de la durée de la mise à disposition de ces fonds-là, oui, du crédit, parce que si la banque vous prête de l'argent et que vous êtes obligé de rembourser dans 1 an ou parfois dans 6 mois, vous n'avez pas assez de temps en tant qu'entrepreneur de pouvoir faire travailler cet argent-là et rembourser donc de manière un peu relaxe. Donc, la troisième catégorie de banques, ce sont les banques d'investissement. Ces banques sont spécialisées dans les placements sur les marchés des capitaux. Parce que l'argent, c'est un produit. Donc, il y a des banques qui sont spécialisées pour vendre et acheter de l'argent et donner des conseils dans le cadre de ce qu'on appelle le private banking, oui, aux grandes entreprises, mais aussi aux grandes institutions financières qui n'ont pas directement accès à ces marchés, par exemple, dont la capitale est basée à Londres, par exemple le Forex, hein, Foreign Exchange. Oui. Et enfin, nous avons les banques centrales qui ont pour première vocation de créer de la monnaie et de la mettre en circulation dans une économie. Pourquoi est-ce que c'est important de savoir qu'il y a au moins ces 4 catégories de banques? Parce que nous sommes en Afrique et particulièrement dans la zone CEMAC où je suis sûr que ceux qui nous suivent vont constater qu'on n'a qu'une seule catégorie de banques. Et cette catégorie, ce sont les banques de détail. Ce sont les banques commerciales qui, d'après la typologie que je viens de décliner, n'ont pas une vocation à financer les entreprises pour une économie. C'est très important parce que après on a des débats du genre oui, les banques ne prêtent pas l'argent et tout le temps on donne l'impression que ça va changer un jour, alors qu'il s'agit effectivement de la spécificité de la mission liée à ce type de banque. Oui. Pourquoi n'avons-nous pas de banque d'affaires en Afrique en général et en particulier en zone? Oui. Pourquoi n'avons-nous pas? Alors que ce sont ces banques d'affaires qui ont pour vocation de financer les entreprises, de financer l'économie. Pourquoi n'avons-nous pas les banques d'investissement pour nous permettre aussi d'avoir accès à travers ces banques d'investissement au marché des capitaux? Voyez. Et je ne vais pas poser la question de savoir pourquoi n'avons-nous pas de banque centrale. Parce que dans la zone CEMAC, j'estime qu'on n'a pas de banque centrale. Donc, lorsque je l'ai dit, quand on parle de Revolut, vous voyez que Revolut a une dimension qui intègre investissement et financement et qui en réalité a le volet détail juste pour les clients qui sont éparpillés dans le monde. Revolut, avec une évaluation
aujourd'hui de 33 milliards de dollars Oui. a plus de 17 millions de clients éparpillés dans le monde. Et donc, il y a une dimension de néobanque qui consiste à dire que même étant au Cameroun, même si Revolut est une banque britannique d'essence avec une structure de capital que vous avez bien déclinée, il y a des structures américaines qui sont actionnaires, il y en a même de françaises qui sont actionnaires, il y a japonaises, même allemandes que j'en connais qui sont actionnaires. Donc, on peut, à partir de n'importe quel point du monde, il suffit qu'on ait accès à Internet, pouvoir postuler pour pouvoir créer son compte bancaire auprès de Revolut. Parce que c'est aussi une banque en ligne. Et vous voyez avec la digitalisation que récemment, il n'y a que quelques jours, Revolut a eu l'autorisation de proposer des crypto-monnaies, particulièrement le Bitcoin, à ses clients. Oui. C'est-à-dire que désormais, à ces 17 millions de clients éparpillés dans le monde, Revolut peut dire le Bitcoin, c'est un investissement intéressant. Vous pouvez convertir une partie de vos avoirs sur vos comptes bancaires en Bitcoin. Oui. Et attendre que le Bitcoin reprenne de la valeur, parce que c'est certain que le Bitcoin va reprendre de la valeur, de par même sa spécificité déflationniste, hein, parce que le Bitcoin, à titre de rappel, c'est 21 millions de pièces à créer, et pas plus. Et aujourd'hui, nous en sommes à pratiquement 19 millions qui sont déjà minés, c'est-à-dire fabriqués, et qui sont mis en circulation. Alors, le 21e million de pièces qui sera créé en 2140 va clôturer le processus de minage du Bitcoin. On n'entendra plus parler du minage, parce que miner, c'est fabriquer, en réalité. Donc, vous voyez bien que s'il n'y a que 21 millions au maximum qui seront sur le marché, et que la demande, elle va augmenter, M. Steve, c'est clair que ça peut facilement faire comprendre pourquoi la valeur d'une pièce de Bitcoin augmente. Parce que l'offre étant limitée et la demande croissante, évidemment, les spécialistes qui disent que d'ici la fin de l'année 2023, un Bitcoin risque de valoir 200 000 $, savent bien pourquoi ils le disent. Et c'est possible avec le Bitcoin. Donc, lorsque je l'ai dit, cette autorisation donnée à Revolut de pouvoir proposer à ses clients le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies ne peut pas laisser l'Afrique, encore une fois, indifférente. Parce que vous savez bien que ces grands groupes-là, avant de prendre une décision, généralement, ces décisions sont précédées de longues études. Des études très pointues qui sont souvent confiées à de grands cabinets. Oui. Et donc, les résultats des études disent, OK, il faut y aller. On pose toujours un diagnostic avant de prendre la décision et de mettre en place une stratégie pour y arriver. Donc, on devrait s'inspirer des groupes comme ceux-là, avec l'actionnariat qui sous-tend ce type de groupe, pour dire, mais s'ils l'ont fait, c'est qu'il y a quelque chose véritablement à gagner là-dedans. Généralement, on dit que si vous voulez savoir où va le monde, suivez l'argent. Suivez, voilà. Tous ceux qui s'intéressent à des questions financières, etc., qui évoluent vers là, vous les suivez, vous êtes sûr que vous n'allez pas vous tromper de voie. Parce que, évidemment, c'est le nerf de la guerre. Donc, voilà pour ce premier jet. Et vous voyez bien que Revolut, même avec cette capacité inouïe financière, ne s'arrête pas là. Avec cette décision, ils viennent de s'arrimer à la digitalisation des monnaies. Avec cette décision, Revolut continue d'envisager une cotation boursière. Oui, en matière de cotation boursière. Nous avons quelques bourses en Afrique, mais les bourses... Qui ne marchent pas très bien d'ailleurs. Qui ne marchent pas, qui marchent... Voilà. On a DSE ici à Douala, même au Cameroun. Voilà. Ça ne marche jamais, on veut bien savoir. Merci. Donc, vous voyez, alors, la BV Mark avait encore son siège, ça veut dire Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale. Oui. Ce siège a été délocalisé au Cameroun, à Douala précisément, et est venu pratiquement de manière physique remplacer la DSX qui était dans la Douala Stock Exchange. Oui. Parce qu'il était prévu que la Bourse des États d'Afrique centrale ait son siège à Libreville,
même si c'était une décision très politique. D'accord? C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui c'est revenu au Cameroun, parce que le Cameroun est quand même le poumon économique de l'Afrique centrale. Et une bourse des valeurs mobilières étant un marché financier devrait logiquement être domicilié, n'est-ce pas, dans la capitale économique de cette sous-région qui est donc le Cameroun. Mais la question que vous évoquez de manière induite est autant plus importante que aujourd'hui, que ce soit la DSX ou la BVMAC, ça fait plus de 10 ans que la bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale existe. La question c'est, est-ce qu'on a l'impression, est-ce que l'opinion publique, est-ce que les chefs d'entreprise, les opérateurs économiques qui se rapprochent de nous ont l'impression que cette bourse des valeurs mobilières a apporté quelque chose? La réponse c'est non. Parce que lorsque vous passez même devant les locaux de cette bourse à Douala, si vous n'avez même pas l'impression qu'il y a un marché. On a l'impression que c'est un cimetière. Voilà. Silence de cimetière. Pourtant, si vous prenez la New York Stock Exchange, on va vous parler de Wall Street. C'est-à-dire que tout un boulevard a pris le nom de la bourse pour montrer l'ampleur et la place centrale qu'une bourse de valeurs mobilières occupe dans un pays, dans une économie d'un pays. Mais à Douala, c'est vraiment... on passe là comme s'il n'y avait jamais rien eu, mais ça fait plus de 10 ans. Mais pourquoi est-ce que ça peut être compréhensible et que ça ne va pas changer? Tant que les choses se font comme elles se font, Monsieur Steve, ça ne va pas changer. Pourquoi? La BVMAC, qui est un marché financier, et la finance, c'est un métier qui est différent de la banque. La BVMAC, une bourse des valeurs mobilières, un marché financier, c'est pour lever des ressources à long terme. C'est-à-dire permettre aux entreprises qui vont se coter d'avoir des fonds importants sur de longues durées. Ce que les banques de détail ne font pas. Lorsque j'ai donné les catégories de banques. Et nous n'avons ni les banques d'affaires, ni les banques d'investissement. Et les banques de détail ne peuvent pas faire ce que la bourse est supposée venir faire pour combler un vide. Mais cette bourse-là est détenue majoritairement, mais largement majoritairement, par les banques commerciales. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'actionnariat de Revolut. Oui. Quand vous regardez l'actionnariat de la BVMA, ce sont les banquiers commerciaux qui sont les propriétaires de la bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale. Ce sont des banquiers qui l'ont dirigée jusqu'à présent. Est-ce que vous pensez qu'un banquier qui est formé sur l'analyse des risques et l'identification des risques et l'exigence des garanties va subitement se convertir en un acteur opportuniste qui va lire l'avenir d'un certain nombre d'entreprises, lire le potentiel de l'entreprise et voir dans quelle mesure elle peut partager ce risque-là avec l'entreprise qui va donc coter les valeurs mobilières qui peuvent être des actions ou des obligations. Les actions qui sont des titres de copropriété, ou les obligations qui sont les titres de créance. Donc, à partir du moment où ce sont les banquiers qui sont propriétaires de la bourse et que ce sont les banquiers qui dirigent la bourse, il est normal qu'elle fonctionne comme une banque commerciale bis. Mais est-ce qu'on ne peut pas changer cela, Dr Jean-René Douma? On peut le changer si d'abord les États, parce que le pouvoir légitime et légal est accordé à nos dirigeants par le peuple. Oui. Si l'État décide de revoir la structuration du capital de la bourse, ça va changer. Parce que ce sont ces propriétaires qui décident au niveau du conseil d'administration. Parce que le directeur général, il doit rendre compte au conseil d'administration. C'est le conseil d'administration, en réalité, qui est l'organe de suivi et de contrôle. Et l'Assemblée générale est l'organe décisionnel. Donc, tant que vous avez au niveau du conseil d'administration les mêmes banquiers, et vous aurez au niveau de l'Assemblée générale les banquiers majoritaires, même si les décisions qui seront prises vont être à connotation bancaire. Donc, l'État doit, à la base, s'arranger pour que ce ne soit pas les banques qui soient majoritaires, n'est-ce pas? Et qu'au niveau du management, du top management, qu'on cherche des profils, pas de banquiers, mais des profils de financiers qui savent que la finance, c'est une activité opportuniste.
La finance n'est pas une activité pessimiste, surtout la finance de marché. Alors que la banque est une activité pessimiste, parce qu'on veut être certain qu'on va récupérer l'argent qu'on va mettre, alors que la certitude, en réalité, dans les affaires, ne devrait pas exister. Donc, voilà ce que l'État doit pouvoir faire pour que, même si la bourse peut être privatisée, parce qu'elle peut être privatisée, l'État a des parts, les États ont une part minoritaire dans le capital de la bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale. Si les États sont minoritaires, c'est clair qu'ils ne peuvent pas décider. Je pose donc cette question, quand on sait pertinemment que Revolut aujourd'hui a comme actionnaire, on va le dire, le Japon, les États-Unis, l'Allemagne et bien d'autres pays encore, alors qu'elle est elle-même située du côté de la Grande-Bretagne, concernant le continent africain. Est-ce que les États africains peuvent également être actionnaires dans Revolut? En réalité, c'est une question extrêmement pertinente parce que Revolut, c'est en même temps un lobby. Oui. C'est en même temps un instrument de puissance et de domination. À partir de ce moment-là, je vais vous dire, vous le savez, mais pour nos téléspectateurs, il y a des institutions particulièrement financières dans certains pays occidentaux où les Noirs n'ont pas accès. Vous pouvez être multimilliardaire, mais on ne va pas vous autoriser d'ouvrir un compte. Est-ce le cas de Revolut aujourd'hui? Alors, c'est pour ça que lorsqu'on a lu le Revolut, je n'ai pas encore vu officiellement quelque part qu'un Noir ne peut pas avoir un compte là-bas, oui. Mais c'est tout comme. Donc, si c'est le cas, parce qu'il y a des choses qui ne se disent pas aussi officiellement et formellement, oui, mais qui sont pratiquées. Si c'est le cas, un pays africain aurait de la peine à être actionnaire. Deuxième raison, c'est que il s'agit des opportunités de gain énormes. Vous imaginez une entreprise qui fait 6 fois en moins d'1 an son pouvoir d'achat, 6 fois, et là, vous avez dans votre chapeau relevé que d'ici 1 an, ça peut même aller à 100 fois. 100 fois, justement. 100 fois. Alors, mais ça aussi, ça signifie que les actionnaires deviennent de plus en plus riches. Et ils peuvent devenir plus riches que les États. Et ils deviennent donc plus riches que les États, oui, et particulièrement les États africains. Mais les PIB des différents États africains, c'est quel moment? Je ne veux même pas, je ne vais même pas oser lever. Là, on parle de 33 milliards, et quand on multiplie par 100, peut-être sur un espace d'1 an, ça fait 300 milliards. Ça, c'est avant que Revolut ne soit coté en bourse. Oui. Parce que quand vous cotez en bourse, M. Steve Ngoz, vous êtes capable de multiplier votre capital même par 1000. Avec une cotation de bourse bien montée et bien accompagnée. Oui. Donc, tout ceci montre que les actionnaires deviennent de plus en plus riches et en tant qu'individus et personnes physiques, deviennent de plus en plus potentiellement dangereux. C'est-à-dire une menace. Est-ce qu'ils ont intérêt à ce que certains Africains, qui sont d'ailleurs connus pour ceux qui sont des grands hommes d'affaires, puissent avoir autant d'argent, un pouvoir financier aussi? Maintenant, il y a eux, mais il y a aussi les chefs d'État africains qui ont toujours donné l'impression que s'ils ont des concitoyens, oui, qui sont trop riches, ça va être une menace pour leur pouvoir, alors qu'en réalité, ça ne devrait pas être le cas. Ça ne devrait pas être le cas. Ils devraient encourager des nationaux à devenir de plus en plus riches, parce qu'aucun pouvoir financier, M. Steve Ngoz, ne peut être au-dessus du pouvoir politique. Ceux qui l'ont compris savent que vous pouvez être autant riche que vous voulez, mais une petite décision même, on vous envoie un agent des impôts pour un redressement fiscal, mais vous êtes foutu en tant que multimilliardaire. Vous voyez. Donc, les politiques ne devraient pas avoir peur, entre guillemets, qu'il y ait des citoyens qui travaillent normalement et qui deviennent riches pour pouvoir renforcer la capacité financière du pays et rayonner au-delà des frontières pour pouvoir avoir une place, n'est-ce pas, sur le plan international. Et donc c'est là qu'il faut continuer de travailler parce que, évidemment, Revolut ne souhaiterait pas, d'après tout ce que je sais du groupe, ne souhaiterait pas qu'il y ait des Noirs qui exploitent cette opportunité. Donc une banque numérique typiquement africaine, ou alors qu'un pays africain prenne l'initiative de créer une banque numérique, même si vous nous avez déjà fait, on le dit, dérouler tout un pan sur les banques, puisque vous nous dites que sur le continent africain et surtout en zone CIMAC, il n'y a que des banques commerciales. À quand une banque
numérique sur le continent africain? Alors, il y a dans on va dire, l'expression banque numérique. Oui. Vous pouvez avoir une banque commerciale qui est aussi déclinée comme banque numérique. C'est-à-dire qu'elle propose ses services ou une partie de ses services en ligne. Oui. Bon, je ne sais pas s'il y a des banques, par exemple, dans la zone CEMAC, qui ont des clients qui ne sont pas sur place et qui peuvent devenir clients à partir du Japon, etc. À ma connaissance, il n'y en a pas. Donc, ces banques-là n'ont pas une déclinaison numérique. La deuxième chose, c'est qu'il faut distinguer les banques en ligne de ce qu'on appelle les néobanques. Parce que les banques en ligne, c'est cette déclinaison numérique pour pouvoir permettre aux gens de devenir clients, d'ouvrir des comptes, même s'ils ne sont pas résidents, et avec des services qu'on connaît déjà, carte bancaire, etc. Mais les néobanques sont des banques en ligne qui sont portées vers l'innovation, qui veulent toujours faire davantage et mieux. Donc, ça, c'est la formule classique du numérique. Maintenant, il y a le numérique qui est décliné par la digitalisation en ce qu'on appelle les monnaies digitales. Oui. Alors, votre question, à quand une banque numérique? Si vous voulez, j'ajoute digital. Oui, oui. En fait, pour nos téléspectateurs, je voulais faire la nuance entre une banque numérique et une banque digitale. Digitale. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons même pas de banque numérique, alors que ce n'est qu'une déclinaison des services qui sont rendus en présentiel par les banques commerciales. Oui. Donc, on n'a même pas évolué d'abord pour décliner la dimension numérique. Oui. Okay. Donc, deuxièmement, nous sommes à une ère où les banques sont tenues de repenser leur offre, de revoir leur offre, parce que bousculées par véritablement, d'une part, cette cryptosphère, oui, qui a aujourd'hui plus de 20 000 crypto-monnaies sur le marché, avec beaucoup de transactions qui ne passent pas par le système central classique, mais d'autre part aussi, parce que si elles ne s'adaptent pas à cette donne-là, elles risquent pour la plupart de mettre la clé sur le paillasson. Et là, je parle surtout des banques commerciales. Oui. Parce que les banques commerciales sont juste un intermédiaire entre les banques centrales et les acteurs politiques et économiques. Donc, si ces banques-là ne s'adaptent pas, les banques centrales vont récupérer une partie essentielle de leurs fonctions et oui, elles vont disparaître. Parce que qu'est-ce qu'elles font? Elles collectent les dépôts des clients. Oui. Elles sont supposées donner des crédits. Mais si c'est une banque de détail, elle ne donne que ce qu'on appelle microcrédit, c'est-à-dire les montants réduits pour un court terme. Et puis les services financiers qui sont aujourd'hui plus efficaces, moins chers, plus rapides, n'est-ce pas, parce qu'avec le numérique. Donc, à partir de ce moment-là, si l'Afrique, et l'Afrique doit le faire, l'Afrique a besoin, vraiment en tenant compte, d'une part, des contraintes qui viennent de la colonisation. Et là, je parle de la zone CEMAC en particulier. Vous savez, on a tellement parlé du franc CFA que nous ne voulons plus en parler parce que pour nous, ça doit être un dossier classé. Mais ça reste une menace pour deux raisons. La première raison, c'est que la chute de la valeur du dollar par rapport au rouble, parce que vous savez que la Russie a décidé que désormais, on achète ses produits en rouble. C'est-à-dire que si vous voulez faire des transactions en Russie, vous devez d'abord acheter le rouble, parce que l'argent, c'est un produit. Oui. Et maintenant, avec ce rouble, vous achetez ce que vous voulez acheter. Si c'est le blé, ou le gaz, ou le pétrole. Ça a renforcé la valeur du rouble en augmentant le volume d'activité, n'est-ce pas, et des transactions du rouble au monde. Oui. Et ça a fragilisé le dollar, parce que le monde étant dollarisé, les parts de marché que le rouble est en train de conquérir sont des parts de marché qui étaient détenues par le dollar en majorité. Cette chute de la valeur du dollar a entraîné la chute de la valeur de l'euro. Vous le savez. Oui. Et a entraîné la chute de la valeur du franc CFA. Oui. A multiplié par plus de 2 ou 3 la dette de la zone CFA par rapport à cette chute de l'euro. Alors, il est important de rappeler ça parce que si nous restons dans ce schéma, même si on parle de la blockchain, même si on parle de la digitalisation du franc CFA, M. Steve, ça va rester
La même chose, ça sera même pire. On peut digitaliser en gardant les anciens mécanismes contre lesquels nous nous sommes battus jusqu'à aujourd'hui. Donc, il faut décentraliser cela. Donc, la BEAC n'étant pas une banque centrale, de par ses missions, ce n'est pas une banque centrale pour la CEMAC, il faut d'abord que chaque pays, en s'appuyant sur la digitalisation, crée une banque centrale digitale, nationale. Oui. Ça, il faut le faire. Et cette banque-là doit être autonome. En ce moment-là, en attendant qu'il y ait une approche de bottom-up, elles pourront, ne serait-ce qu'au niveau des communautés, créer des banques centrales digitales. Par exemple, pour la CEMAC est en train de vouloir s'associer à la CEAC pour faire une zone Afrique centrale. J'espère que ça ne va pas toujours rester les concepts théoriques et administratifs. Donc, en attendant que ça arrive un jour et que ces communautés-là soient efficaces dans leur fonctionnement, il faut d'abord que chaque pays commence. Comme la République centrafricaine l'a fait, a décidé de créer une banque centrale digitale nationale avec une monnaie digitale de banque centrale de la RCA, non arrimée à la BEAC. Ça, c'est déjà une bonne chose. Même s'il y a des choses que j'aimerais bien dire sur le projet Sango, si je suis consulté, parce qu'il y a un piège qu'il faut à tout prix éviter. Et pour le moment, j'ai l'impression que la RCA est dans ce piège-là. Il n'est pas tard pour en sortir. Donc, je ne vais pas le dire, je ne vais pas dire davantage ici. De l'autre côté, il faut envisager, n'est-ce pas, pour des besoins d'évolution naturelle, une monnaie fiduciaire. Donc, un pays, en créant sa banque centrale digitale nationale, a maintenant le temps de mettre l'infrastructure appropriée en place pour convertir cette monnaie digitale en une monnaie fiduciaire, parce que les gens sont habitués à toucher. Beaucoup pensent encore que c'est quand on touche l'argent que c'est véritablement de l'argent. Merci à vous, Dr Jean-René Douma, pour toutes ces explications. C'est moi qui vous remercie, M. Steve. Mesdames, Messieurs, plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de Parole panafricaniste. Bonne journée à toutes et à tous.